Centrafrique, Michel Djotodia, l'ex-chef de la rébellion Séléka qui avait pris le pouvoir par les armes en 2013, est rentré à Bangui après 6 ans d'exil. Ce retour au bercail intervient moins d'1 an avant la présidentielle. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite à Djibouti, a été reçu par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Le Chinois effectue une tournée dans 5 pays africains. On en parle dans ce JT. Et puis l'Éthiopie et l'Égypte ne parviennent pas à trouver un accord au sujet du barrage sur le Nil bleu construit par l'Éthiopie. L'un des principaux points de friction concerne le calendrier prévu pour le remplissage du réservoir du barrage. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Centrafrique, Michel Djotodia, l'ex-chef de la rébellion Séléka qui avait pris le pouvoir par les armes en 2013, est rentré à Bangui après 6 ans d'exil. Ce retour au bercail intervient moins d'1 an avant la présidentielle prévue dans ce pays où les groupes armés contrôlent encore plus des 2 tiers du territoire. Reportage. Michel Djotodia, unique et éphémère chef de l'État musulman de ce pays pauvre d'Afrique centrale, toujours en proie à la guerre civile depuis 2013, a atterri à Bangui dans la matinée à bord d'un vol en provenance de Casablanca via Douala au Cameroun. À 71 ans, Michel Djotodia revient au pays après 6 ans d'exil au Bénin où il vivait jusqu'alors et 24 jours après le retour à Bangui de François Bozizé, le président qu'il avait renversé avant de s'autoproclamer chef de l'État le 24 mars 2013. Djotodia était alors à la tête de la rébellion dominée par la communauté musulmane de la Séléka, un mouvement qu'il avait fondé et dissous le mois suivant sa prise du pouvoir, mais qui a continué à combattre des groupes d'autodéfense appelés anti-Balaka à majorité chrétienne. Michel Djotodia, en exil au Bénin depuis sa chute, affirmait encore il y a peu via ses proches s'y plaire et y apprécier sa nouvelle vie. Mais le retour de François Bozizé semble avoir changé la donne, tout comme la perspective de la présidentielle prévue en décembre 2020. Il y a un accord de paix déjà qui a été signé. Alors, il est temps maintenant que nous tous, et combattants, et tout le monde, tous les Centrafricains ensemble, qu'on se lève pour pacifier le pays. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Mais maintenant, ce temps-là est pour la paix. Et comme je le disais tantôt, 2020 doit être une année de paix pour le peuple centrafricain. Il serait aussi important de rencontrer tous les autres acteurs. Je voudrais parler de mon grand frère Bozizé, je voudrais parler de ma soeur Sama Panza, je veux parler des anciens premiers ministres, les chefs des partis politiques. Il faut les rencontrer tous. Je ne suis pas venu pour quelqu'un, je suis venu pour le peuple centrafricain. Je crois que je suis clair. C'est pour le peuple centrafricain que je suis venu. Il était ces dernières années resté en contact avec certains chefs de guerre centrafricains, notamment Nouroudine Adam, chef de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement UFDR, membre de la rébellion de la Séléka. Djotodia s'était autoproclamé président de la République le 24 mars 2013 après le renversement de François Bozizé. Il avait démissionné en janvier 2014 sous la pression internationale. Le Parlement tunisien a entamé ce vendredi les débats en session plénière pour un vote de confiance au gouvernement présenté par le Premier ministre désigné Habib Djamli. Un vote à l'issue incertaine autour d'un gouvernement qui ne fait pas l'unanimité. C'est une plénière attendue de longue date par le peuple tunisien, a déclaré à l'ouverture le président du Parlement, Rached Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Désigné par Ennahda, Djamli propose, 3 mois après les législatives, un gouvernement nombreux et présenté comme indépendant après l'échec des négociations avec les nombreux partis siégeant à l'Assemblée pour rassembler une coalition gouvernementale. Signe que les négociations se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute, le principal parti au Parlement, Ennahda, 52 sièges, a tenu une conférence de presse tard jeudi pour assurer qu'il voterait en faveur du gouvernement. Le nombre de partis ayant clairement exprimé leur soutien au gouvernement ne suffit pas à réunir les 109 députés nécessaires pour obtenir une majorité absolue. Le magnat des médias Nabil Karoui, chef de Kalb Tunis, deuxième force au Parlement, a affirmé à la presse que ce gouvernement est composé de compétences
issu des Narda, sans prendre position clairement. Son parti, 38 sièges, a finalement assuré tard jeudi qu'il ne voterait pas en faveur du gouvernement, critiquant le manque d'indépendance et de programme. L'ancien opposant Mohamed Abou, chef du mouvement Atayar, 22 sièges, avait affirmé mercredi que son bloc ne voterait pas pour ce gouvernement. Si le nouveau gouvernement n'est pas adoubé par le Parlement, les réformes indispensables à la relance de l'économie risquent d'être repoussées alors que la Tunisie peine à répondre aux attentes sociales de sa population 9 ans après la Révolution. D'après la Constitution, en cas d'échec du vote, le président engage des consultations dans un délai de 10 jours avec les partis et les groupes parlementaires en vue de charger la personnalité jugée la plus apte de former un gouvernement dans un délai maximum de 2 mois, renouvelable une fois. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a effectué une visite à Djibouti. Il a été reçu par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Wang Yi effectue une tournée dans 5 pays africains, dont l'Égypte, Djibouti, l'Érythrée, le Burundi et le Zimbabwe. Les images. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi s'est engagé jeudi à renforcer la coopération pragmatique entre la Chine et Djibouti et a appelé les 2 pays à élever leur partenariat stratégique à un nouveau niveau. Au cours de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, Wang a fait l'éloge du développement des relations sino-djiboutiennes et a indiqué que la Chine était pour Djibouti un partenaire de longue durée sincère et fiable. Djibouti a réussi à devenir l'un des pays les plus stables et les plus dynamiques de la Corne de l'Afrique en mettant pleinement à profit ses atouts géographiques uniques et en coopérant activement avec divers pays étrangers, a souligné Wang. Il a remercié Djibouti pour son soutien sur toutes les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de la Chine, affirmant que la Chine envisageait ses relations avec Djibouti dans une perspective stratégique à longue durée et souhaitait continuer à approfondir leur confiance politique mutuelle. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec Djibouti dans des domaines tels que les missions d'escorte navale, le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la piraterie afin d'apporter une plus grande contribution à la paix et à la sécurité en Afrique, a affirmé Wang. Cette visite coïncide en outre avec le 41e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Djibouti et la Chine et mérite donc d'être célébrée par les 2 parties, a déclaré Youssouf. L'Éthiopie et l'Égypte ne parviennent pas à trouver d'accord au sujet d'un barrage sur le Nil bleu construit par l'Éthiopie, source de tensions entre les 2 pays. L'un des principaux points de friction concerne le calendrier prévu pour le remplissage du réservoir du barrage. L'Éthiopie et l'Égypte n'ont pas trouvé d'accord jeudi lors des dernières discussions au sujet d'un barrage sur le Nil bleu construit par l'Éthiopie. Le principal obstacle à un accord concerne le remplissage du réservoir du barrage qui peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint que remplissage trop rapide ne provoque une importante baisse du débit du fleuve, chose qui affecterait des millions d'Égyptiens pouvant manquer d'eau. L'Éthiopie souhaite remplir ce réservoir sur une période de 4 à 7 ans, mais l'Égypte a soumis une nouvelle proposition portant sur un remplissage sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans. Une proposition inacceptable selon le ministre éthiopien de l'eau. Ils ont établi un nouveau plan qui indique que le remplissage du réservoir devrait être retardé à une période de 12 à 21 ans. Cela est tout à fait inacceptable, totalement inacceptable. Des responsables éthiopiens, égyptiens, mais aussi soudanais ont mené des discussions mercredi et jeudi à Addis Abeba et malgré l'absence d'accord, ils ont salué des progrès. Les prochaines discussions doivent avoir lieu à Washington. Si aucun accord n'est trouvé, les 3 pays pourraient chercher l'aide d'un médiateur ou confier les négociations à leurs chefs d'État respectifs. 9 années de négociations entre le Caire, Khartoum et Addis Abeba n'ont jusque-là abouti à aucun accord. Mais lors d'une réunion en novembre, les 3 pays se sont donnés jusqu'au 15 janvier pour y parvenir et avaient déjà assuré le 22 décembre dernier
avoir enregistré des progrès. En bref, le Bénin a commémoré ce vendredi 10 janvier 2020 la fête annuelle des religions endogènes. Cette année, c'est la ville de Ouidah, dans le département de l'Atlantique, qui a accueilli les manifestations officielles de la fête du Vaudou. C'est lors des festivités de Ouidah 92, sous le régime du président Nicéphore Soglo, que la fête des religions endogènes a été instituée. Elle permet chaque année de révéler au monde entier les réalités et les richesses de la culture béninoise. Le journaliste d'investigation burkinabé Yacouba Ladji Bama du Courrier confidentiel décrit un attentat à son domicile à Ouagadougou dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier. Le journaliste a enquêté sur plusieurs affaires de corruption impliquant des personnes liées au parti au pouvoir. On l'écoute. Par la fenêtre de la chambre qui est là, nous avons vu la voiture qui était garée là où je suis, une grosse flamme qui montait de l'arrière du véhicule. Donc nous sommes sortis précipitamment. Nous avons vu que le feu était en train de monter. Et donc, accompagné de mon neveu qui vit avec moi, nous avons pris des seaux et nous avons pris de l'eau sur ce robinet qui était juste à côté. Et nous avons commencé à mettre l'eau sur le feu qui était là. Ce qu'on a compris, c'est que c'était quelque chose qui était prémédité et qui visait peut-être à faire sauter le véhicule. Et puis bon, vous voyez que là, si le véhicule sautait ici, c'est toute la maison et peut-être même tout le voisinage qui allait être touché. Mais Dieu merci, la bouteille de carburant ne s'est pas explosée et le véhicule aussi n'a pas pu brûler jusqu'au réservoir. Ça aurait été plus grave si tout ça avait pu avoir lieu. Je dois avouer que depuis maintenant 12 ans que j'exerce ce métier et peut-être 9 ans maintenant que je suis dans l'investigation, c'est la première fois que je vis ce genre d'incident. Un incident d'une gravité aussi importante, c'est la première fois que je vois ça. Mais qui peut être derrière ce genre de choses, toutes les hypothèses sont à prendre en compte. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est clair que ça ne peut qu'être lié à ce que nous faisons comme travail. Ça ne peut qu'être lié à certaines personnes qui n'ont pas intérêt à ce travail-là que nous faisons. Voilà qui vient refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi.